Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Nous sommes aujourd'hui au niveau du Centre international des conférences Abdelatif Rahal où se tiennent depuis ce matin les travaux de la conférence africaine sur la production locale de médicaments sous le slogan Une industrie pharmaceutique locale pour une Afrique intégrée et forte. Donc pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Amer Bouabidi, expert international en industrie pharmaceutique. Monsieur Bouabidi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors pour commencer, on va parler de cette conférence qui est aujourd'hui d'ailleurs présentée comme une étape historique pour la souveraineté pharmaceutique africaine. Qu'est-ce qui, selon vous, peut-être aujourd'hui, rend particulièrement cette conférence stratégique pour le continent? Encore une fois, merci pour l'invitation pour Al24 pour cet événement et pour surtout la couverture médiatique pour l'événement. En fait, c'est une très bonne question, notamment le moment. On parle de moment de booster l'industrie pharmaceutique locale et régionale, parce qu'en fait, on a vu que pendant la crise du Covid, il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement à l'échelle mondiale par rapport aux médicaments, et notamment en Afrique. Il faut savoir que pendant la crise du Covid, les exportateurs de médicaments, donc les fabricants, ils ont fermé donc, leurs frontières à l'export, ce qui est tout à fait logique, donc c'était la priorité nationale. Et les premiers pays qui ont en fait payé cette situation, c'est les pays africains. Donc on s'est retrouvé avec des pays africains sans médicaments et surtout on parle de médicaments essentiels. Donc c'est pour ça qu'après la crise du Covid, donc les gouvernements ont commencé à penser à comment booster cette industrie pharmaceutique et donc produire localement pour, en cas d'une autre pandémie, on ne l'espère pas en tout cas, éviter cette situation d'avoir des ruptures de stock et bien sûr avoir une souveraineté pharmaceutique au-delà de tout ça. Très bien. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui peut-être à cette Afrique pour aller dans ce sens? Alors effectivement, déjà pour produire localement un médicament, il faut avoir plusieurs maillons. Le premier maillon, c'est le savoir. Le savoir-faire, malheureusement en Afrique, en tout cas il y a dans plusieurs pays, un manque de savoir. Il faut savoir qu'en Afrique, on a quelques pays qui ont quand même un statut très avancé dans la production nationale, à savoir l'Afrique du Nord, comme l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui détiennent à peu près jusqu'à 70% de la production locale africaine de médicaments. Et donc, ce savoir-faire manque aux autres pays africains. Donc, le premier point, c'est le savoir. Le deuxième point, c'est le financement. Donc, il faut trouver un financement intéressant pour financer ces usines pharmaceutiques, pour produire des médicaments et autres produits de santé. On ne parle pas que de médicaments, par exemple les dispositifs médicaux, les biosimilaires, les médicaments biologiques. Et bien évidemment, il faut avoir avant tout cela de la volonté politique pour encourager la production nationale et avoir la souveraineté pharmaceutique. Très bien, vous avez parlé de la formation, mais il y a également la numérisation et l'innovation qui sont des leviers très importants aujourd'hui pour l'industrie pharmaceutique. Quels sont les outils technologiques qui peuvent accélérer la souveraineté pharmaceutique africaine ? Alors effectivement, quand on parle d'innovation, en tout cas dans ce qu'on vit maintenant, et tout le monde le sait, c'est par exemple l'intelligence artificielle qui peut être utilisée très efficacement en production pharmaceutique. Ça peut améliorer énormément le process. Je citerai comme exemple, on peut utiliser des logiciels de numérisation pour faciliter le process pharmaceutique, pour traiter par exemple des déviations pharmaceutiques grâce à l'IA. C'est vraiment des perspectives qui s'ouvrent, en tout cas pas qu'en Afrique, dans le monde. On a aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement pharmaceutique. Je vous donne juste un exemple, on peut gagner 2 à 3 ans, par exemple, si on utilise l'intelligence artificielle dans le développement pharmaceutique. Donc 3 ans dans une vie d'un cycle de médicaments, c'est énorme. Et bien sûr, l'Afrique doit suivre cette digitalisation qui est vraiment, à l'échelle mondiale maintenant, la tendance, si on peut dire. Très bien. Et quels sont peut-être les mécanismes qui peuvent garantir que l'augmentation de la production locale puisse aujourd'hui se traduire par un accès équitable et durable au traitement pour toutes les populations africaines? Effectivement, là on parle toujours, quand on dit production, on dit amélioration de l'accès pour les populations locales. Comme je l'ai déjà cité, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud peuvent, et notamment l'Algérie parce qu'on est là aujourd'hui chez nous, on peut vraiment être un modèle pour ces pays africains. On peut leur servir de modèle, bien évidemment, par rapport au transfert de technologie, transfert de savoir. Il faut savoir que l'Algérie, on a entendu aujourd'hui l'engagement du Premier ministre, des ministres de l'Industrie et les autres ministres, ils se sont vraiment mis à disposition des pays africains pour leur transférer le savoir-faire.
par rapport à la production, mais tout cela va commencer graduellement. On ne peut pas directement passer en production locale des médicaments si on n'a rien du tout. On peut commencer par exemple dans les pays africains à faire du conditionnement secondaire en premier lieu. Après, au bout de 2-3 ans, on passe au conditionnement primaire. Au bout de 5 ans, on peut espérer passer dans le full process. Et l'Algérie a tous les moyens pour accompagner ces pays africains dans ces 3 étapes et même au-delà de ça. Très bien. En parlant de la production locale qui vise essentiellement à réduire la dépendance extérieure, quels leviers immédiats peuvent accélérer peut-être l'autonomie pharmaceutique en Afrique? Alors, je continuerai sur le modèle algérien. En Algérie, il faut savoir que pour en arriver là, à produire à peu près 80% de nos besoins en médicaments, on a attendu à peu près 20 ans. Parce que la première loi d'interdiction de l'importation des médicaments fabriqués localement, elle date de 2006. Et c'était vraiment une volonté politique pour mettre en place cette production pharmaceutique. Donc, pour moi, le modèle qui peut vraiment réussir en Afrique, c'est déjà d'avoir cette volonté politique et d'interdire, pas peut-être à 100% dès le départ, mais encouragé par l'interdiction de certaines molécules qui seront produites localement. Et je peux vous garantir qu'il y a certains pays en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, car je travaille beaucoup dans cette région avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Donc, ils ont commencé à faire ça, donc à réfléchir à comment interdire les médicaments qui sont fabriqués localement. Et comme ça, ils vont augmenter cette interdiction jusqu'à avoir une souveraineté pharmaceutique, comme ce qu'on a ici, en tout cas en Algérie. On a de très bons résultats grâce à cette loi qui date de 2006. Mais c'est quelque chose qu'il faut commencer dès maintenant à réfléchir, mettre en place un engagement politique pour encourager la production nationale par des lois qui interdisent plus ou moins les médicaments fabriqués localement. Très bien. Vous avez parlé du modèle algérien. Quels enseignements peut-on tirer de l'expérience algérienne en matière d'innovation et de fabrication de médicaments à haute valeur ajoutée? Je citerai notamment l'insuline et les anticancéreux. Effectivement, il faut savoir que l'Algérie, on a le premier site de fabrication de stylos d'insuline en Afrique, qui a été inauguré, ça fait 3 ans, et même aujourd'hui, on arrive à exporter. Donc, en termes de l'Algérie, déjà, même, pas que pour l'insuline, même pour les biosimilaires. Les biosimilaires, c'est les médicaments, entre guillemets, les génériques des médicaments biologiques Princeps, même si ce n'est pas vraiment des génériques. Et l'Algérie a vraiment pris de l'avance dans ces domaines-là qui sont très importants, notamment pour traiter les cancers, pour traiter le diabète, pour traiter beaucoup de maladies qui sont très difficiles à guérir. Et donc, parce que c'est le futur, je vous dis que les médicaments biologiques, ça sera le futur. Alors, tout simplement, il faut investir dans le savoir, il faut avoir des partenaires techniques. Et l'Algérie peut jouer ce rôle d'être le partenaire technique pour ces pays africains et bien évidemment trouver des financements nécessaires, adéquats, durables pour financer tout cela. Vous avez parlé d'innovation, vous avez également parlé de savoir, vous qui êtes enseignant au niveau de l'Université de Paris, quel rôle peuvent jouer aujourd'hui les universités, les instituts de recherche et le secteur privé pour soutenir cette dynamique continentale? Alors c'est un maillon très important, le maillon académique. L'université, c'est vraiment la base. C'est là où tout commence. Développement, exactement, c'est là où tout commence. Alors le meilleur modèle qui existe, en fait, c'est l'adaptation des cursus universitaires aux besoins des industries. Là, en Algérie, on a créé récemment beaucoup de masters industriels, c'est une première. Et vraiment, ce modèle peut servir, en tout cas, il peut servir de modèle pour les autres pays africains, d'avoir des masters, par exemple, spécialisés dans le médicament, dans les affaires réglementaires, dans le développement pharmaceutique, dans le contrôle qualité, dans le pricing. Donc tout cela, c'est vraiment adapter le cursus académique aux besoins des industriels. Et comme ça, les industriels ils vont avoir de la main-d'œuvre hautement qualifiée qui est vraiment spécialisée. Par exemple, je parle de mon domaine parce que je suis enseignant, comme vous l'avez dit, la pharmacie. Avant, on avait un pharmacien polyvalent qui pouvait tout faire. Alors maintenant, on a des pharmaciens spécialistes en industrie. Et même dans l'industrie, on a plusieurs sous-spécialités. C'est ce qu'on appelle les masters de spécialisation. Et donc, c'est vraiment ce modèle qui va vraiment réussir, en tout cas, à accompagner le développement des industries. Et tout cela, en fait, ça fait partie d'un écosystème qui est vraiment favorable à l'industrie pharmaceutique. Très bien. En matière d'industrie pharmaceutique, quels sont, peut-être aujourd'hui, je parle bien sûr de formation, quels sont les principaux besoins lorsqu'on parle du continent africain? Alors, je connais très bien, parce que là, on travaille dans beaucoup de pays, notamment l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de manques. Je ne vous cache pas, parce qu'il y a déjà, bien évidemment, la formation de pharmacien, elle existe, mais ces formations de spécialisation, ça manque. Ça manque vraiment dans tous les pays où on a travaillé. On essaye de les accompagner justement avec l'ONUSI à créer ce genre de master. Et pourquoi pas faire des collaborations entre les universités algériennes et africaines?
ça existe hein, avec d'autres pays. Et l'Algérie a beaucoup d'universités, on a beaucoup vraiment de formations qui sont très variées et qui peuvent répondre aux besoins de ces pays-là. Et l'Algérie peut servir de modèle de collaboration intra-universitaire et afro-africain. Donc ces collaborations se suite. Très bien. Quel plus pourrait apporter peut-être on parle par exemple de l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui reçoit plusieurs étudiants de différents pays africains, enfin, qui sont environ 80 000. Oui, effectivement, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on peut faire ici en Algérie, par exemple, c'est de faire des collaborations, créer des masters dans ces pays-là. Par exemple, faire des collaborations avec l'université d'un pays africain, avec l'université, la faculté de pharmacie en Algérie, et créer des masters dans ces pays-là, et accompagner bien sûr à produire tout ce qui est curricula, donc programme de formation, envoyer des enseignants, recevoir des étudiants, et comme ça on va toucher plus de monde que de recevoir tous les étudiants ici. Parce que aller chez eux, on va toucher plus de monde, c'est plus intéressant et c'est moins coûteux pour les deux parties. Très bien, l'industrie pharmaceutique c'est vaste. Vous parlez de formation, mais il y a divers domaines. Effectivement, on peut citer par exemple les masters, si on va rester sur les masters, qui sont maintenant la tendance, c'est les affaires réglementaires, le contrôle qualité, les sciences de biotechnologie, c'est le futur, encore une fois, je l'ai dit, je le redis, donc tout ce qui est production de vaccins, de médicaments biologiques. On a aussi le développement pharmaceutique, donc tous ces domaines-là, forcément doivent couvrir toute la chaîne et tout le cycle de développement d'un médicament, de la recherche jusqu'à la commercialisation et le suivi post-commercialisation. Très bien. En parlant maintenant encore de cette conférence qui est très importante, notamment au niveau continental, en quoi cette conférence illustre-t-elle la capacité de l'Afrique à se structurer et à coordonner ses efforts autour de la santé et de l'industrie pharmaceutique? Alors effectivement, la clé de la réussite dans un continent, si on parle d'un niveau régional, c'est vraiment la coordination. Il faut savoir déjà qu'on doit avoir une réglementation pharmaceutique harmonisée, donc qui est plus ou moins la même au niveau africain, comme ce qui se fait d'ailleurs en Europe avec l'Agence européenne de médicaments. C'est un modèle vraiment qui a réussi et qu'on doit s'inspirer pour mettre en place ici en Afrique en tout cas. Déjà, elle est déjà créée, l'Agence africaine de médicaments qui doit s'inspirer de ces agences réglementaires internationales pour vraiment réussir à mettre en place. Mais tout en adaptant ses spécificités. Bien aussi. évidemment, il n'y a jamais un système de copier-coller, ça ne marche pas. Il faut toujours l'adapter au contexte régional et local. Tout à fait. Donc il faut harmoniser la réglementation. Harmoniser la réglementation, ça veut dire avoir des reconnaissances d'enregistrement de médicaments. Par exemple, si vous allez enregistrer votre médicament en Algérie, si on a cette harmonisation, on va facilement l'exporter dans d'autres pays, parce qu'on va l'enregistrer très facilement dans les autres pays africains. Donc ça, c'est vraiment la première partie. La deuxième partie, on doit avoir des instances des producteurs pharmaceutiques qui doivent s'organiser, par exemple l'Union africaine des opérateurs pharmaceutiques, comme ce qu'on a ici l'UNOP. Et si on a ce genre d'organisme, ça va augmenter l'harmonisation et augmenter la collaboration. Et tout cela commence par ce genre d'événement qu'on a aujourd'hui. On a rassemblé tous les acteurs africains de l'industrie pharmaceutique et on va discuter, on va avoir justement la déclaration d'Alger, que forcément il y aura certaines recommandations qui vont faire ce sens. Très bien. La production locale aujourd'hui vise à réduire la dépendance extérieure. Quels leviers immédiats peuvent accélérer l'autonomie pharmaceutique en Afrique? Alors, quand on parle de souveraineté, déjà il y a la partie financière. Il faut que les pays africains, par exemple, se mettent d'accord sur un fonds d'investissement ou bien la Banque africaine de développement ou bien peu importe l'institution qui va financer en interafricain. C'est vraiment quelque chose de très intéressant si on arrive à avoir des financements régional, donc africain, pour les pays africains, ça peut booster vraiment cette industrie pharmaceutique. La deuxième partie, c'est la collaboration scientifique de tech transfert. On a les pays comme l'Algérie, qui sont donc leaders dans ce domaine, l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Tunisie, qui peuvent aussi jouer ce rôle de partenaires de tech transfert, donc transférer le savoir vers nos frères africains. Donc nous, on n'a pas de problème à transférer le savoir parce que ça reste nos frères, on appartient au même continent et notre destin est lié. Donc vraiment jouer ce rôle de leader en Afrique par le partenariat de tech transfert et vers la fin avoir aussi, je l'ai déjà dit, l'harmonisation réglementaire, une seule réglementation sous l'Agence africaine de médicaments qui va vraiment booster les industriels graduellement, en commençant par le conditionnement secondaire, conditionnement primaire, et ensuite passer in fine au full process. Vous avez abordé un point très important et celui qui concerne la diaspora africaine. On prendra pour exemple l'Algérie qui aujourd'hui appelle ses enfants à venir investir dans leur pays et ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à revenir ici en Algérie aujourd'hui.
La diaspora, c'est très important, j'en fais partie. Et donc, vraiment, il faut juste faire appel à eux. Hein. Aucune personne que j'ai rencontrée qui fait partie de la diaspora algérienne ou autre va refuser de rentrer au pays pour servir le pays. Ça, c'est évident. Et donc, la diaspora, elle a un savoir très important. Elle a acquis un savoir à l'étranger. Hein. Il faut savoir que travailler dans une multinationale, donc ça prend beaucoup d'expérience, ça vous donne beaucoup d'accès à beaucoup d'informations. Et utiliser la diaspora, je peux vous citer un modèle, hein, le modèle chinois. 20 ans en arrière, la Chine était vraiment pas très développée dans tout ce qui est pharmaceutique, surtout on parle de médicaments biologiques. La Chine a fait un plan de faire appel à toute la diaspora chinoise qui était à l'étranger dans le domaine des biologiques et des médicaments biologiques. Maintenant, la Chine va certainement, dans les prochaines années, devenir la première puissance en production des médicaments biologiques. Et tout cela grâce à ce plan de la diaspora. Parce qu'ils ont ramené le savoir. Et après, bien sûr, on peut trouver des solutions par rapport au financement, aux organisations. Mais la diaspora a joué un rôle très important à ce que maintenant la Chine devient dans le médicament biologique. Donc je pense que ce modèle, il peut réussir. Et on a une diaspora vraiment qui est très développée à l'étranger, en Europe, aux Amériques, en Asie, et qui peut toujours faire répondre à l'appel du pays pour servir et pour transmettre le savoir au pays, en tout cas l'Algérie bien sûr, et aux pays africains. Très bien. Concernant l'Algérie, beaucoup de mécanismes ont été mis en œuvre pour encourager ces enfants à revenir chez eux. Mais lorsqu'on parle du continent africain, peut-être qu'est-ce qui pourrait encourager cette diaspora à revenir et s'impliquer? Tout simplement, déjà il faut la volonté politique, comme ce qu'on a ici en Algérie. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'avoir des projets intéressants, hein, des projets qui sont vraiment visent à avoir des usines pharmaceutiques, par exemple. Alors, construire un site de fabrication, c'est toujours un challenge. Et je ne pense pas qu'il y ait une personne qui est dans le domaine qui va refuser ça. Donc, si on fait appel à la diaspora pour construire des sites, des centres de recherche, des sites de fabrication de médicaments ou autres, à tout moment, ils vont accepter, ils vont venir avec grand plaisir participer à ces projets qui sont très intéressants et qui sont même en termes de challenge plus intéressants à ce qu'ils font à l'étranger. Très bien. Aujourd'hui, on parle d'un continent qui consomme plus de 70% des médicaments qui sont d'ailleurs importés. Quels sont les principaux défis pour assurer que les produits peut-être fabriqués localement répondent aux standards internationaux en matière de qualité et de sécurité? Effectivement, c'est une question très importante et très intéressante. Et à travers mon travail avec l'ONUDI, on fait beaucoup d'audits des sites de fabrication en Afrique. Le premier point qu'on relève généralement, c'est le non-respect des bonnes pratiques de fabrication internationales. En fait, les bonnes pratiques de fabrication, c'est la base de la qualité dans un site de fabrication pharmaceutique, peu importe le pays. Et donc, la première chose qu'on peut faire pour avoir cette conformité internationale, c'est vraiment d'appliquer les bonnes pratiques de fabrication au niveau de ces pays-là. Et nous, en tout cas, en tant qu'UNIDI, on a accompagné donc des formations dans ce sens. Mais vraiment, c'est la base de la qualité, avoir des sites conformes aux bonnes pratiques de fabrication. Ensuite, on peut bien sûr faire tout cela à travers des formations. C'est la base, parce que la formation, c'est ce qui va ramener une conformité aux bonnes pratiques de fabrication. Le deuxième volet qui est très important, après la fabrication, c'est le stockage et le transport. Et là, on a les bonnes pratiques de distribution. Et là aussi, on a un manque important en Afrique parce que c'est des zones humides, chaudes. Il y a des médicaments qui doivent rester sous température entre 2 et 8 degrés, comme l'insuline. Logistique spécifique au continent Exactement. africain. Et donc tout cela, c'est vraiment deux sujets très importants. Et ça peut se régler avec de la formation, et notamment de la formation académique, mais pas que, de la formation aussi pour les industriels. Très bien. La conférence met aujourd'hui l'accent sur l'harmonisation réglementaire, mais vous avez parlé également de logistique, mais comment favoriser aujourd'hui peut-être la mutualisation des capacités industrielles et logistiques entre États africains pour réduire cette dépendance extérieure? Parce qu'on parle aujourd'hui d'un taux quand même qui dépasse les 70%. Et pour certains pays, on peut avoir jusqu'à 95%. J'ai déjà travaillé dans des pays où on importait 95%, voire 98% de leurs médicaments. Tout cela, on peut le mettre en place grâce aux instances qui sont en train de se créer. Par exemple, l'AMA, l'Agence africaine de médicaments, qui peut avoir le rôle de coordonnateur, de coordonner tous les efforts des pays africains et surtout d'utiliser les pays qui sont très développés dans le domaine, dans l'Algérie, pour transférer le savoir et surtout pour coordonner l'harmonisation réglementaire et l'application de cette harmonisation sur le terrain, notamment dans les sites de fabrication.
Comment faire pour que tout cela soit concret aujourd'hui au niveau du continent africain? Alors tout simplement par la création de programmes de formation, de programmes de support pour les agences réglementaires des pays, parce qu'il faut savoir que dans chaque pays, on a une agence réglementaire spécifique, donc dédiée pour le médicament. Ces agences réglementaires, on doit les former, on doit les accompagner, par exemple organiser des sessions comme celui-ci avec tous les agences réglementaires pour les former vraiment aux bonnes pratiques de fabrication, à la conformité réglementaire. Aussi organiser des sessions de formation et des colloques comme ça pour les industriels, pour les employés de ces industriels, faire des collaborations, des visites par exemple des employés d'un site, d'un pays ici en Algérie pour voir une industrie, comment ça se passe, quelles sont les bonnes pratiques, échanger les bonnes pratiques, échanger ce qui va bien, ce qui va mal. Voilà, donc tout simplement c'est dans l'échange et le partage de savoir. Très bien. Aujourd'hui, les principaux défis à anticiper au niveau continental deviennent progressivement, pour que l'Afrique puisse devenir aujourd'hui progressivement autonome. On parle de médicaments, mais notamment de vaccins. Oui, alors le vaccin, c'est un sujet très très important en Afrique. Alors en Afrique, on a besoin ça tourne à peu près à plus d'1 milliard de doses de vaccins chaque année. Il faut savoir qu'en Afrique, on a beaucoup de maladies bactériennes, virales, qui nécessitent juste un vaccin pour guérir, en fait, pour éviter les mortalités, notamment infantiles. Donc c'est un continent l'un des continents qui a le plus besoin de vaccins. Et en Algérie, donc, on a compris le sujet, on a compris l'importance de ce sujet, et on a commencé à faire des sites de fabrication de vaccins. Il y a quand même quelques pays africains qui ont quand même commencé à faire ça, mais le besoin est énorme. Le besoin en vaccin est vraiment énorme. C'est un médicament essentiel en Afrique et les pays africains doivent vraiment investir dans ce domaine-là. Peut-être en premier lieu investir dans quelques pays et ensuite avoir leur propre site de fabrication. On peut commencer par exemple par l'Algérie et exploiter tout ce qu'on a ici comme site prêt à produire plus de vaccins parce qu'on en a pas mal et notamment Saïdal de Constantine. Le continent africain a-t-il les moyens pour réaliser ça, Oui, cela? Effectivement, on a les moyens, il faut juste bien les utiliser. Donc on a quand même, par exemple, la banque, on a les moyens financiers, on a quand même, c'est un pays qui regorge de ressources. Autre que les moyens financiers. Même les moyens humains, parce qu'on a la diaspora. Alors certes, les moyens sont un petit peu disproportionnés, dans quelques pays plus que d'autres pays, mais ces pays-là, comme l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, qui sont les leaders de l'industrie pharma, qui contiennent, par exemple, l'Algérie, juste à titre de statistique, on a à peu près 30% de sites de fabrication en Afrique. Donc on a quand même des moyens, mais qui sont disproportionnés. On peut utiliser ces moyens pour transférer le savoir, former des gens. Certes, ça prend beaucoup de temps. On parle de 5 à 10 ans pour avoir vraiment une souveraineté à l'ordre de 50-60%, mais il faut commencer maintenant. Il n'est jamais trop tard. Et faire profiter également ces régions qui ont peut-être des difficultés à avoir accès à ce genre de médicaments et ce genre de vaccins. Bien évidemment, parce que l'accès aux médicaments, c'est quelque chose de vital. Ça fait même partie de la Déclaration des droits de l'homme. Donc normalement, on doit avoir un accès équitable aux médicaments, peu importe où on est. Et l'Afrique a vraiment, si on arrive à s'organiser, à coordonner nos efforts, on a tout ce qu'il faut, que ce soit en moyens humains, financiers, pour réussir cette souveraineté. Il faut juste commencer. Ça prend du temps, c'est un exercice lent, mais qui est vraiment, si on arrive à l'appliquer bien, on doit avoir des résultats très intéressants. Très bien, vous venez de dire que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour réaliser cela aujourd'hui, mais peut-être quelles sont les premières actions concrètes à mettre en œuvre pour que la production locale devienne durable et compétitive, notamment à l'échelle internationale? La réponse, elle est très simple. Avoir des institutions financières africaines pour financer cette partie, avoir des institutions africaines comme l'AMA, par exemple, que ce soit dans le réglementaire, mais au-delà, l'académique, collaboration, coopération. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire. En Europe, ils ont par exemple l'Agence réglementaire européenne du médicament, l'EMA, qui règle toute la partie réglementaire. Tout ce qui rentre en Europe doit passer par elle. Et donc le process est simplifié et même l'accès à l'innovation, il est simplifié. En Afrique, si vous voulez faire enregistrer un médicament innovant, il faut l'enregistrer dans 54 pays. Même les industriels ils seront découragés à faire ça. Par contre, si on arrive à avoir cette harmonisation, cette centralisation de traitement de dossier, cette facilitation de traitement de dossier en termes de temps et timing, en termes de traçabilité, en termes de transparence, c'est très important. Même les multinationales, ils vont venir parce que c'est un marché très intéressant. Il faut savoir que le continent africain, d'ici peut-être 20 ans, sera le plus peuplé du monde.
peut-être en 2050, il sera le plus peuplé du monde. Donc c'est très important. Quand on dit le plus peuplé, donc le besoin en médicaments sera très élevé. Aussi. Et le plus jeune. Donc il y a de la main-d'œuvre, il y a le besoin. Et donc c'est vraiment, il faut mettre en place une réglementation transparente, harmonisée, simple à comprendre, avoir aussi des avantages fiscaux par exemple, des investissements intéressants. C'est les ingrédients qu'on peut vraiment mélanger pour avoir cette souveraineté pharmaceutique. Très bien. Merci Monsieur Bouabidi d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.